Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer le cours sur l'astrocyte et commencer à voir les premières données de biologie cellulaire concernant la mise en place du système nerveux central dans sa complexité, comment se fait la diversité cellulaire, comment se mettre en place les synapses et enfin comment le système nerveux central est maintenu à l'état adulte avec une notion fondamentale qui est celle de cellules souches neuroectodermiques. Donc nous avons vu lors du précédent cours l'importance des relations et des interactions fonctionnelles entre la cellule astrocytaire et la cellule neuronale et comment cette relation fonctionnelle entre les deux cellules régulait l'apport énergétique aux neurones, cet apport énergétique provenant de la captation de glucose dans la circulation et de la fourniture aux neurones, non pas de glucose, mais de lactate. Donc c'est une donnée extrêmement importante. Le substrat énergétique du neurone n'est pas le glucose comme dans la plupart des cellules, mais le lactate. Donc les neurones n'utilisent pas le glucose comme principal substrat du cycle de Krebs, mais le lactate, dont l'origine est astrocytaire, et ce lactate est produit par la glycolyse du glucose sanguin, connexion avec les signaux médiés par l'activation neuronale que nous avons vus lors du précédent cours. Il est donc essentiel qu'un soutien énergétique constant soit fourni aux neurones. Ceci est médié par l'astrocyte et par la mise en place dans l'astrocyte d'une réserve qui se réalise sous la forme du glycogène. Le glycogène a un rôle neuroprotecteur durant l'ischémie cérébrale. Si on déplète la cellule astrocytaire en glycogène et qu'on réalise par exemple une expérience chez le petit animal de clampage de la vascularisation cérébrale, par exemple en clampant la carotide, dans les groupes d'animaux chez qui on a entraîné une déplétion chimique du glycogène, on va observer des lésions neuronales bien supérieures. Le renouvellement du contenu en glycogène est extrêmement rapide et la libération directe du glucose par la glycogène phosphorylase est un mécanisme qui économise de l'ATP, qui est donc extrêmement efficient. L'autre élément extrêmement fondamental, à côté du couplage énergétique neuronal astrocytaire, est le rôle de l'astrocyte dans la neurotransmission. Donc on l'a vu dans le cours numéro 2, il existe des synapses excitatrices, par exemple les synapses à glutamate. Donc, à titre de rappel, la glutamine est transformée en glutamate par l'intermédiaire de l'enzyme glutaminase. Et il existe par opposition des terminaisons nerveuses inhibitrices. La voie métabolique est la suivante. La glutamine est transformée en glutamate par la glutaminase, que nous avons vu précédemment. Et le glutamate, habituellement excitotoxique, est transformé en GABA par la glutamate décarboxylase. Donc vous avez ici une illustration extrêmement importante de l'intrication entre une chimie excitotoxique et une chimie au contraire inhibitrice, puisque vous voyez qu'on fait du GABA à partir du glutamate. Alors il existe au niveau des astrocytes des recapteurs de haute affinité pour le glutamate qui vont permettre d'informer l'astrocyte de l'existence d'une transmission neuronale dans l'environnement astrocytaire, mais qui vont aussi avoir pour rôle de maintenir un niveau subtoxique de glutamate qui va prévenir la mort neuronale qui sera entraînée par des concentrations toxiques de ce neuromédiateur. Enfin, ceci va favoriser
le passage de glutamate d'une synapse à une autre. Et c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. Donc, vous voyez la synapse 1 et la synapse 2. Ces synapses sont à distance, elles n'ont aucune communication. Entre elles est situé des cellules astrocytaires, le réseau astrocytaire que nous avons vu précédemment. En cas de communication neuronale au niveau de la synapse E1, vous voyez qu'il va y avoir un passage de glutamate qui va se faire dans l'environnement astrocytaire immédiat de cette synapse, mais qui va aussi pouvoir se faire vers une autre synapse à travers donc, le réseau astrocytaire et le milieu extracellulaire au contact de ces astrocytes. L'ensemble étant régulé par l'activité neuronale et par ces récepteurs de haute affinité qui sont situés au niveau des astrocytes. Il s'agit là encore d'un mécanisme de tamponnage de l'astrocyte par rapport à l'activité neuronale. Et vous voyez une complexité qui émerge, c'est l'intégration du réseau neuronal et du réseau astrocytaire, ces deux réseaux pouvant communiquer entre eux de façon extrêmement complexe. Je vous rappelle la différence essentielle entre le réseau astrocytaire et le réseau neuronal à cet égard, c'est la lenteur de son activité, en particulier la lenteur de sa participation dans le phénomène de métabolisme des neuromédiateurs. C'est donc un système d'ambiance beaucoup plus lent que la communication neuronale. Donc si on intègre ces deux éléments qui sont d'une part à gauche une terminaison neuronale excitotoxique qui va donc faire du glutamate à partir de la glutamine dans un neurone, et à l'opposé une terminaison nerveuse inhibitrice qui va faire du GABA à partir de la glutamine en passant par le glutamate avec un équipement enzymatique différent. Donc là, vous avez les acteurs neuronaux et vous avez au contact de ces acteurs neuronaux des cellules astrocytaires. Ces cellules astrocytaires vont participer au métabolisme de ces neuromédiateurs d'une façon un petit peu complexe. On aurait pu imaginer que c'est le GABA qui est recapté et que c'est du GABA qui va être refourni directement aux neurones, et de la même façon pour le glutamate. En fait, la situation est différente. C'est bien du GABA qui va être recapté par l'astrocyte au contact de la cellule neuronale GABAergique. C'est bien du glutamate qui va être capté par l'astrocyte au contact de la synapse glutamatergique, mais ces deux neuromédiateurs vont être détruits, vont être décomposés dans leur précurseur. On fait donc, à partir du GABA, du glutamate en utilisant la GABA transaminase, et à partir du glutamate, on va faire de la glutamine en utilisant la glutamine synthétase. Donc vous voyez qu'on décompose ces neuromédiateurs à l'envers des métabolismes qu'on a vus précédemment dans les neurones. On fait donc le même précurseur à partir d'un acide aminé excitotoxique ou inhibiteur, et ce qui va être fourni par l'astrocyte aux neurones pour participer et pour soutenir le métabolisme des neuromédiateurs, c'est le précurseur des neuromédiateurs. L'astrocyte va donc fournir de la glutamine qui sera transformée en glutamate dans le neurone glutamatergique. Il va fournir le même précurseur aux neurones GABAergiques, mais les enzymes étant différentes, le métabolisme donnera un neuromédiateur différent. Le couplage avec l'énergétique cellulaire et la nécessité ou pas de capter de glucose se fait par la connexion du recaptage au cycle de Krebs. On peut, à partir de l'alpha-cétoglutarate,
produire directement du glutamate. Donc l'astrocyte est couplé aux neurones pour l'énergétique neuronale. Il existe une intrication extrêmement forte entre l'astrocyte et le neurone pour le métabolisme des neuromédiateurs. Il existe aussi une intrication extrêmement forte entre le neurone et l'astrocyte pour ce qui concerne la neuroprotection de la cellule neuronale. Donc la cellule neuronale est en permanence soumise à des stress. Elle a besoin de facteurs de croissance, on le verra dans les cours suivants, pour survivre. À cet égard, l'astrocyte va être extrêmement important puisque c'est l'astrocyte qui va fournir des facteurs de croissance à la cellule neuronale. Et la fourniture de facteurs de croissance va permettre de protéger la cellule neuronale de tous les stress excitotoxiques. Alors, quel est l'impact des facteurs de croissance sur cette neuroprotection? Les facteurs de croissance vont favoriser la synthèse de calbindine. Donc, les calbindines sont des protéines qui lient le calcium. Ils vont donc venir tamponner le calcium de la même façon que des CBP, c'est-à-dire des calcium binding protéines, donc en français des protéines qui lient le calcium. Et donc là encore, les facteurs de croissance vont augmenter la quantité de ces protéines. Quand il y a un stress excitotoxique dans la cellule, par exemple la stimulation de la cellule neuronale par du glutamate, on l'a vu précédemment, ceci entraîne l'entrée de calcium dans la cellule qui va activer des mécanismes moléculaires visant à agresser la cellule neuronale. Et si ces mécanismes moléculaires sont trop activés, ne sont pas tamponnés, ceci va entraîner la mort neuronale. Vous voyez donc, les facteurs de croissance induisent directement des mécanismes moléculaires de tamponnage du calcium. Ils vont donc protéger la cellule neuronale de la mort. Vous voyez qu'il y a un autre élément qui va venir protéger avant la stimulation glutamatergique, c'est, on en a parlé précédemment, le recaptage du glutamate par la cellule astrocytaire dès lors que des concentrations toxiques de glutamate ont été détectées par l'astrocyte. Une autre fonction fondamentale de l'astrocyte qu'on a déjà vue en détail, c'est son intervention dans la barrière hémato-encéphalique. Vous voyez sur cette photo en microscopie électronique un vaisseau sanguin, blood vessel, on va m'accuser de parler anglais, et une cellule astrocytaire qui est dessinée en bleu, et vous voyez le contact étroit de ces cellules astrocytaires avec les vaisseaux sanguins et les cellules neuronales avoisinantes. Une question importante est de savoir comment la barrière hémato-encéphalique se met en place. La barrière hémato-encéphalique, on l'a déjà vu, est constituée de jonctions serrées, qui fait que les petites molécules ne peuvent pas passer directement dans le cerveau. C'est un mécanisme protecteur extrêmement important par rapport à de nombreux toxiques, à des agents infectieux. On ne sait pas quel est l'élément moléculaire inducteur de cette différenciation endothéliale qui forme ce qu'on appelle un peu abusivement une barrière. Donc des expériences ont été réalisées pour comprendre quelle était la cellule qui induisait le signal barrière hémato-encéphalique au niveau des cellules endothéliales. Donc ces expériences sont assez simples. On va, au niveau de la chambre antérieure de l'œil, greffer des astrocytes. Et donc on peut très facilement observer la perméabilité de la vascularisation au niveau de la chambre antérieure de l'œil, par exemple en mettant des colorants. Donc si on met un colorant, par exemple le bleu tripant, dans l'œil normal, le colorant va passer. Donc vous allez voir chez le petit animal l'existence d'une coloration bleue au niveau de l'œil. Si vous mettez des fibroblastes, que vous les injectez dans la chambre antérieure de l'œil,
et puis vous injectez le colorant, vous allez toujours voir une coloration bleue. Au contraire, si vous injectez les astrocytes, vous injectez ensuite secondairement le colorant, et là vous allez voir que la coloration bleue a disparu. Donc cette expérience, elle montre très simplement que l'astrocyte est responsable d'un signal qui induit au niveau des vaisseaux, des cellules endothéliales, une différenciation responsable de la formation de jonctions serrées qui est caractéristique de la barrière hémato-encéphalique. Juste pour vous récapituler l'importance de la barrière hémato-encéphalique, le neurone est isolé de la circulation. La cellule endothéliale, avec ses jonctions serrées sont intervenues pendant le développement par l'intermédiaire de la cellule astrocytaire qui a envoyé des signaux de génération des jonctions serrées, et c'est l'astrocyte qui va être l'intermédiaire cellulaire entre l'extérieur, c'est-à-dire la circulation, et la cellule neuronale. C'est l'astrocyte qui va participer à la régulation de l'énergétique neuronale en fonction de l'activité même du neurone. C'est l'astrocyte qui va participer au métabolisme neuronal et c'est l'astrocyte qui va stocker l'énergétique à travers le glycogène. C'est tout ce qu'on vient de voir dans la dernière partie de ce cours. L'astrocyte joue pendant le développement un rôle important dans la neurogénèse. Il intervient dans le conditionnement de l'environnement local qui va permettre aux cellules neuronales de proliférer puis de se différencier. C'est donc les cellules de l'environnement, les cellules astrocytaires qui vont entraîner, synthétiser des signaux de prolifération ou au contraire de différenciation spécifique des cellules neuronales. L'astrocyte va participer à la migration des neurones à travers un guidage mécanique qui est celui de la grille radiaire et aussi en exprimant de façon différentielle des molécules d'adhésion que vous avez vues dans plusieurs cours de biologie cellulaire. Le rôle dans la neurogénèse implique aussi un rôle dans la croissance neuritique, un soutien donc structural, un soutien trophique par l'intermédiaire de la synthèse de facteurs de croissance, soutien par l'intermédiaire de molécules d'adhésion spécifiques, et nous verrons en détail l'intervention de ces molécules d'adhésion, c'est la NCAM, L1, la N-cadérine, rôle dans la neurogénèse à travers une composition spécifique de la matrice extracellulaire, et en particulier la synthèse de laminine et de fibronectine. Rôle dans la croissance neuritique, par l'intermédiaire de la synthèse de protéoglycanes à chondroïtine sulfate, mais aussi à kératane sulfate et à héparane sulfate. On verra l'intervention différente de ces protéoglycanes, rôle trophique par la synthèse de facteurs de croissance, et en particulier le FGF2, fibroblast growth factor, donc facteur de croissance pour les fibroblastes, l'IGF, insuline growth factor, donc facteur de croissance insulinique, et le GDNF, qu'on reverra, Glial Cell Line Derived Neurotrophic Factor, donc facteur dérivé des cellules gliales neurotrophiques. Donc ces facteurs sont extrêmement importants pour la croissance neuritique. Pour finir sur le rôle de l'astrocyte, et ce rôle est extrêmement important parce qu'il va avoir des implications majeures médicales, l'astrocyte joue un rôle dans la neuroplasticité. Donc la neuroplasticité, on a déjà évoqué cette notion dans plusieurs cours. Pendant le développement, on met en place le système nerveux, donc les cellules prolifèrent, les cellules migrent, les cellules s'arrêtent à un endroit et se différencient. Un réseau neuronal fixe, complexe, se met en place en fonction de l'activité neuronale, de l'historique d'un patient. Les différentes synapses vont être renforcées. Donc il y a un réseau neuronal extrêmement complexe qui a été mis en place. Classiquement,
On considère que le cerveau adulte est une structure complexe qui ne peut être régénérée, c'est-à-dire que si on a une lésion, on sera incapable de refaire ce système. Et en particulier, dans le système nerveux central, il n'y a pas de repousse axonale possible. Et on va voir que l'astrocyte est un acteur déterminant à cet égard. Donc, on l'a déjà vu dans le cours sur la potentiation à long terme. Quand une potentiation à long terme se met en place, en plus des événements moléculaires qu'on a pu décrire au niveau des cellules neuronales, il existe, on le voit très bien en microscopie électronique, un renforcement des contacts astrocyto-synaptiques, une augmentation de la signalisation calcique astrocyto-neuronale et la synthèse de facteurs neurotrophiques. Donc en plus de l'établissement de la potentiation à long terme au plan moléculaire, il existe une modification de tout l'environnement de la synapse qui est médiée essentiellement par l'astrocyte en réaction de la potentiation à long terme au niveau neuronal. Un problème majeur en clinique dont il faut une explication biologique, c'est l'impossibilité de faire repousser un axone au niveau du système nerveux central. Si vous vous coupez au niveau du doigt, par exemple au niveau de la pulpe du doigt, vous verrez que vous ne sentez plus à l'extrémité coupée. Vous avez coupé les axones sensitifs au niveau de la pulpe du doigt. Et vous allez recicatriser, donc la plaie va se fermer, et en quelques semaines, vous allez récupérer la sensibilité au niveau de la pulpe du doigt. Vous en déduisez donc logiquement que vous avez eu des axones sensitifs qui ont repoussé au niveau du doigt. Donc il y a dans le système nerveux périphérique une possibilité de repousse axonale. C'est un phénomène extrêmement important. C'est comme ça qu'on a pu greffer les mains et qu'on peut greffer des jambes, c'est-à-dire que les axones moteurs et sensitifs vont pouvoir, en parallèle de la vascularisation, se reconnecter. Dans le système nerveux central, c'est totalement différent. Si on coupe un axone, il sera incapable de régénérer en opposition totale avec ce qui se passe dans le système nerveux périphérique. Donc c'est en pathologie quelque chose d'extrêmement important, en particulier chez les adultes jeunes. J'allais dire, comme vous êtes dans cet amphi, mais malheureusement il n'y a personne devant moi, mais chez les adultes jeunes, une des premières causes de handicap et de paraplégie, c'est les accidents de voiture. Donc quand vous avez un accident de voiture, vous avez un choc au niveau dorsal et ça vous coupe les axones au niveau de la moelle. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de repousse axonale. Donc quelqu'un qui a eu une lésion médulaire restera paralysé et paraplégique. Donc c'est un problème médical extrêmement important. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pourquoi un sujet paraplégique qui est donc dans un fauteuil roulant ne pourra récupérer, pourquoi actuellement on n'a pas de thérapeutique qui permette de faire régénérer l'axone. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, il y a eu beaucoup d'études réalisées dans des modèles animaux. Vous vous rappelez, on a vu les modèles animaux comme modalité d'étudier ce qui se passe en pathologie humaine. Donc le modèle animal qui va être utilisé ici est un modèle de rat. Et donc on va faire un choc au niveau dorsal chez le rat qui va être quantifié. Ceci va entraîner une section de la moelle, comme ce qu'on observe chez les patients paraplégiques après un traumatisme. Le rat va perdre sa motricité, on va quantifier la motricité du rat, on va pouvoir faire une analyse histologique de la moelle du rat. Donc on va avoir chez le rat un modèle qui va nous permettre d'analyser pourquoi il n'y a pas de repousse axonale dans le système nerveux central. Donc, je voudrais insister sur une notion qui est fondamentale, c'est-à-dire que ces modèles animaux sont extrêmement importants. Il est crucial de pouvoir faire des expériences chez l'animal, et je voudrais dire que ces expériences sont faites dans le respect de l'éthique de l'animal, donc on va faire en sorte que l'animal ne souffre pas, et on va vraiment s'occuper de l'animal comme on s'occupe d'un patient, même souvent beaucoup mieux
qu'on s'occupe d'un patient. Donc, je crois que dans ce cours de biologie cellulaire, on a des notions fondamentales à vous donner, mais on a aussi des notions, je dirais, d'éthique expérimentale. Donc ces expériences sont indispensables, mais elles sont faites dans le respect de l'animal. Alors quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'axone qui a été coupé, on observe une prolifération des astrocytes. Il y a plus d'astrocytes. Si on fait un marquage BRDU, on a plus de cellules marquées par le BRDU. Et ces astrocytes, en plus, sont plus gros. Ce sont des astrocytes énormes. Donc on va parler d'astrocytose réactionnelle. Et c'est la première explication qui a pu être donnée. Pourquoi ça ne repousse pas? Parce qu'il y a des gros astrocytes qui empêchent l'axone de pousser. Alors ça, c'était une explication un petit peu simpliste. Donc l'astrocyte réactionnel est une grosse cellule. L'astrocyte a augmenté de taille. Il est riche en GFAP, dont je vous rappelle que c'est le marqueur des cellules gliales. Et donc effectivement, cette grosse cellule a probablement un rôle d'inhibition physique dans la repousse axonale. Un deuxième élément qui a été remarqué, c'est la modification de la composition de la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est riche en protéoglycane à chondroïtine sulfate, alors qu'à l'état normal, la matrice extracellulaire est riche en héparane sulfate. Donc on a eu une inversion du contenu, de la composition de la matrice extracellulaire, donc aux dépens des héparanes sulfates. Et cette matrice extracellulaire, elle est synthétisée par l'astrocyte réactionnel. Alors, comme toujours en biologie, on observe des phénomènes. C'est pas parce qu'on observe qu'il y a des héparanes sulfates ou des chondroïtines sulfates qu'on va conclure qu'ils sont directement responsables du phénomène qu'on observe. Donc il faut mettre en place la méthode expérimentale. On va donc essayer de manipuler le système. Alors qu'est-ce qu'on peut manipuler dans ce système? On peut manipuler la prolifération des astrocytes. On va manipuler la prolifération des astrocytes en l'inhibant, par exemple, en irradiant la moelle d'un animal immédiatement après la lésion. Et effectivement, si dans ces modèles de rats dont je vous ai parlé, on fait une lésion et que très vite après la lésion, on fait une irradiation externe du rat, eh bien on a un miracle, c'est-à-dire que les rats se remettent à marcher, et donc on a inhibé la gliose astrocytaire, et en inhibant la gliose astrocytaire, on a permis une régénération au niveau du système nerveux central. Donc ces données, par exemple, de l'effet de l'irradiation dans les modèles de rats ont été, il y a environ 5-6 ans, très fortement médiatisées. On a très vite eu l'espoir de pouvoir faire remarcher les paraplégiques. Donc il y a là deux problèmes expérimentaux. Donc le premier, c'est que si l'irradiation ne se met pas en place au moment initiaux du traumatisme, il n'y a pas d'effet. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une irradiation très très vite après la lésion médulaire. La deuxième est que les doses d'irradiation sont relativement importantes et peuvent avoir des effets secondaires. Il y a une troisième remarque qui est d'ordre éthique, mais qui doit être rappelée, c'est qu'il faut être extrêmement prudent quand on obtient des miracles thérapeutiques dans des modèles animaux, parce que le transfert des données obtenues dans les modèles animaux à l'homme est souvent extrêmement périlleux, et donc il faut être extrêmement prudent, extrêmement modeste dans la médiatisation des miracles thérapeutiques obtenus chez l'homme, en particulier pour ne pas donner de faux espoirs aux patients. Toujours est-il que c'est une voie de manipulation du système à visée thérapeutique qui a été ouverte, qui en plus nous permet de comprendre quels sont les mécanismes en cause. Alors, on a voulu descendre un petit peu plus dans les mécanismes moléculaires, donc par exemple utiliser des anticorps contre les chondroïtines sulfates. Donc on injecte des anticorps au niveau de la lésion et on regarde ce qui se passe au niveau de la motricité de l'animal. On peut aussi injecter des enzymes qui viennent détruire les chondroïtines sulfates, comme la chondroïtinase. Donc ces deux modalités qui neutralisent
les chondroïtines sulfates au niveau de la matrice extracellulaire, toutes deux ont un impact direct sur la capacité de repousse axonale et entraînent une amélioration des performances motrices chez le rat. Une autre fonction extrêmement importante de l'astrocyte dans le système nerveux central, c'est son implication dans des fonctions immunitaires. Donc on a dit longtemps qu'il n'y avait pas de réaction immunitaire dans le système nerveux central, du fait de la barrière hémato-encéphalique qui ne permettait pas le passage des lymphocytes. Et effectivement, si vous faites une greffe dans le cerveau de tissus xénogéniques, c'est-à-dire d'une espèce différente, il va vous falloir entre 15 jours et 3 semaines avant qu'il y ait un rejet, alors que si vous faites la même greffe, par exemple au niveau de la main, de la peau de la main, là vous allez avoir un rejet dans les heures qui suivent. Le système nerveux central, du fait de la protection de la barrière hémato-encéphalique, est protégé, et effectivement les réponses immunitaires y sont moins importantes, mais elles existent cependant, et en particulier par le rôle de l'astrocyte. Donc l'astrocyte peut synthétiser des médiateurs des réponses immunitaires, comme les cytokines, des cytokines qui peuvent avoir un effet qui vont augmenter la réponse immunitaire, ou au contraire l'inhiber. Enfin, l'astrocyte peut présenter l'antigène, il peut donc induire une réponse immunitaire au sein du système nerveux central. On va arrêter ici le cours sur l'astrocyte. Vous avez pu voir que cette cellule qui au début était présentée comme une cellule de soutien éventuellement nourricière est en fait devenue une cellule extrêmement importante, probablement aussi intelligente que la cellule neuronale. Elle vous permet d'avoir une vision beaucoup plus complexe du système nerveux central où s'intègrent plusieurs types cellulaires et où ces types cellulaires interagissent pour réguler en fait un ensemble de connexions extrêmement complexes. Une question importante dans le système nerveux central, c'est de savoir comment cette complexité du réseau neuronal est mise en place et comment elle peut se maintenir à l'âge adulte. Donc classiquement, le système nerveux central d'un sujet adulte est quelque chose d'extrêmement déprimant puisqu'on considère qu'il n'y a pas de renouvellement du système nerveux central et classiquement, un sujet adulte va observer une diminution progressive de son contenu en neurones qui classiquement va le mener progressivement à la sénescence normale ou pathologique. Ceci renvoie aux maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer où on a trop de déperdition neuronale et où le vieillissement, le déclin cognitif du sujet âgé, qui est quelque chose de normal, est amplifié de façon pathologique. Donc cette notion classique de non-renouvellement du système nerveux central de l'adulte a été totalement remis en cause par la notion de cellules souches. Je vais revenir sur cette notion fondamentale. La notion de cellules souches est une des données les plus fondamentales, les plus importantes de la biologie cellulaire des 10 dernières années. Une cellule souche est une cellule qui est pluripotente. Une cellule souche va donner des cellules de plus en plus différenciées, mais moins pluripotentes. On va parler de progéniteurs. Vous voyez donc cette cellule souche qui se caractérise par son indifférenciation, par sa pluripotentialité et par ses capacités d'auto-renouvellement. Cette cellule souche pluripotentielle va donc donner des cellules filles de plus en plus différenciées, mais elles aussi encore pluripotentes. On parle de progéniteurs. Ces progéniteurs vont avoir des capacités de différenciation de plus en plus restreintes et vont donner lieu à des cellules différenciées dans le système nerveux central, essentiellement les neurones, les astrocytes et les oligodendrocytes. Alors comment on peut mettre en évidence des cellules souches dans le système nerveux central? On va utiliser des techniques que vous avez déjà vues
dans l'étude des cellules tumorales, puisqu'on va vouloir regarder la prolifération. Donc on va pouvoir utiliser l'incorporation de thymidine tricier, de bromodéoxyuridine repérée avec des anticorps marqués anti-bromodéoxyuridine, et on peut faire ces expériences à la fois in vitro et in vivo. Donc pendant le développement, le système nerveux, vous l'avez vu dans le cours sur l'embryologie, provient de l'ectoderme. Les interactions avec le mésoderme sous-jacent sont extrêmement importantes. Un mécanisme moléculaire et cellulaire crucial est l'inhibition latérale de la différenciation neuronale par le système Notch. Donc ce phénomène d'inhibition latérale renvoie au fait que dans un cluster de cellules destinées à devenir neuronales, si une cellule devient un neuroblaste, les cellules environnantes n'auront pas une différenciation neuroblastique, mais se différencieront en cellules de soutien pour ce neuroblaste. Donc si une cellule devient neuronale, les cellules environnantes sont informées qu'il y a déjà une cellule neuronale et qu'il faut se différencier dans quelque chose d'autre. Donc ce phénomène est régulé par le complexe Notch-delta. Donc Notch correspond au récepteur, delta correspond au ligand. Et donc vous voyez ces îlots de cellules. La cellule neuronale induit la synthèse d'un signal de non-différenciation qui est médié donc par le ligand delta et par le récepteur Notch, qui va entraîner par l'activation de promoteurs spécifiques un programme de différenciation non neuronale. Lors du développement du système nerveux central, la notion de facteur neurotrophique est cruciale. Alors, ces facteurs ont été découverts par des expériences extrêmement simples, mais extrêmement importantes. D'abord, des greffes de tumeurs chez le poulet, des tumeurs sarcomateuses. Donc on a observé que les tumeurs sarcomateuses greffées chez le poulet étaient colonisées par des terminaisons sensorielles et qu'il existait une hypertrophie des ganglions qui hébergeaient les corps cellulaires des neurones correspondants. Une Italienne qui a eu le prix Nobel, Madame Levi-Montalcini, a montré que ce phénomène était médié par un facteur soluble. Donc elle a passé des années à prendre des tumeurs de sarcome murin, à extraire les composés solubles dans ces sarcomes et à regarder l'effet qu'ils induisaient. Elle a d'abord remarqué que chez le poulet, le phénomène était spécifique de l'innervation sympathique et ne concernait pas, par exemple, les neurones moteurs. Donc, première notion qui émergeait de cette observation très simple, c'est qu'il y avait une spécificité d'action du phénomène qui expliquait cette colonisation par des terminaisons sensorielles. Elle a ensuite mis en place, pour mieux comprendre, comme d'habitude pour mieux comprendre, on va réduire le modèle, donc on va passer de l'in vivo à l'in vitro. Donc vous avez ici deux exemples de ce qu'on peut faire. Donc vous avez des neurones sympathiques embryonnaires, vous voyez en bas un petit micro-explant qui fait des terminaisons et des dendrites. Vous voyez que si vous ajoutez du NGF sur ce micro-explant, vous avez une neurogénèse extrêmement importante qui se voit extrêmement facilement en microscopie de contraste de phase. Donc vous avez un modèle qui est très simple, qui vous permet, dans un système cellulaire in vitro, de mettre dans le milieu de culture des extraits pour voir si ils ont un effet qui va stimuler la neurogénèse. Donc devant cet effet, on a parlé de nerve growth factor, c'est-à-dire de facteurs capables de induire un effet trophique sur les neurones, par analogie avec les facteurs de croissance qui avaient été décrits précédemment. Donc, en parallèle de l'étude de cette Italienne, un Américain a mené des travaux donc identiques en partant de la glande sous-maxillaire.
Il a réalisé donc des approches biochimiques qui ont maintenant un petit peu disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des glandes sous-maxillaires, il a broyé ces glandes sous-maxillaires, il a séparé les différents constituants protéiques de ces glandes sous-maxillaires par des techniques de chromatographie, et chaque sous-fraction isolée a été testée au niveau de tests in vitro comme je viens de vous présenter. Et il a pu, comme ça, en même temps que le faisait Madame Montalcini, isoler un facteur qu'il a appelé le NGF, qui était directement responsable de cette activité trophique sur le neurone. Quand vous avez une protéine, vous pouvez faire des anticorps. Il a donc réalisé un anticorps contre le NGF. Il a montré que si on l'injectait pendant la période périnatale, ceci entraînait une destruction du système sympathique. Donc, ces deux chercheurs, l'italienne et l'américain, ont en même temps, à la même période, démontré qu'il existait des facteurs solubles responsables d'un effet spécifique sur un système spécifique, ici sympathique, par exemple pas moteur. Ils ont donc défini la notion de facteur neurotrophique, c'est-à-dire un facteur qui spécifiquement, donc probablement par l'intermédiaire de récepteurs, va entraîner un effet trophique sur le neurone. Donc ces facteurs ont un rôle dans la survie d'une population neuronale cible, et ça ne sera pas n'importe quel neurone. Ils ont un rôle dans la différenciation, dans l'élaboration et dans le maintien d'une innervation appropriée. Comme pour les facteurs de croissance, ce rôle est médié par des récepteurs spécifiques. Donc si on revient aux cellules souches, pendant le développement embryonnaire, donc les cellules souches neuroectodermiques prolifèrent pour constituer le stock de cellules qui va mettre en place le système nerveux central. Ces cellules doivent migrer à l'endroit où elles vont se différencier. Elles doivent interagir avec les cellules environnantes et elles doivent se connecter avec ces cellules environnantes. Et en fonction de l'activité neuronale, elles vont s'adapter et elles vont se stabiliser pour mettre en place les synapses adéquates. C'est ce qu'on voit sur ce schéma. Vous voyez les neurones qui prolifèrent, qui vont donner des axones et des dendrites, puis l'établissement de connexions synaptiques qui vont être entretenues par l'activité neuronale. Alors comment les neuroblastes migrent pendant cette période développementale de la surface interne du tube neural à la surface externe du tube neural? Donc le mécanisme essentiel utilise les rails de la glie radiaire. Donc la glie radiaire est constituée de cellules astrocytaires qui constituent donc un rail pour ces cellules neuronales. Donc vous voyez les cellules au niveau du tube neural en rouge, ce sont des cellules indifférenciées. Indifférenciées, ça veut dire qu'elles n'expriment pas de marqueurs neuronaux, qu'elles n'expriment pas de marqueurs gliaux et qu'elles n'expriment pas de marqueurs oligodendrocytales. Le marqueur d'une cellule neuroectodermique indifférenciée, c'est la nestine. Ces cellules qui prolifèrent vont migrer. Elles vont migrer le long de la glie radiaire qu'on vient de voir, grâce à des molécules d'adhésion comme la NCAM ou comme la cadérine. En migrant, elles vont commencer à acquérir une différenciation neuronale, à exprimer donc des marqueurs comme la tubuline alpha, comme MAP5 ou comme MAP2. Au fur et à mesure qu'elles migrent, elles complètent leur différenciation et elles vont s'arrêter à l'endroit où elles sont destinées à mettre en place une connexion synaptique. Elles vont à cet endroit exprimer des molécules de différenciation neuronale terminale comme Tau et les neurofilaments. Donc les molécules d'adhésion sont extrêmement importantes dans la migration, mais aussi dans le signal qui va arrêter une cellule dans son site d'intégration. Donc ces molécules d'adhésion sont un peu tout le temps les mêmes, les intégrines et la NCAM. Donc vous voyez ici comment on peut in vitro montrer l'importance des molécules d'adhésion. Donc vous voyez une cellule nerveuse en bas,
elle émet des neurites, et vous voyez que ces neurites se développent seulement sur la striation que vous voyez sur cette boîte de culture, qui est en fait une striation à base de molécules d'adhésion, qui va donc constituer un guide pour la mise en place des neurites à partir du soma de la cellule nerveuse. Dans ce qu'on vient de voir, vous avez pu remarquer que quand une cellule proliférait, elle était indifférenciée. Elle exprimait par exemple l'anestine. Et que quand une cellule se différenciait, elle arrêtait de proliférer, comme s'il y avait un lien entre le cycle cellulaire et la différenciation. Donc il y a effectivement un lien, et derrière ce lien, il y a un mécanisme moléculaire extrêmement important, extrêmement générique, que vous pourrez resituer dans toutes les cellules de l'organisme. Et là, on va parler de gènes de déterminisme cellulaire. Ces gènes de déterminisme cellulaire sont des facteurs de transcription, c'est-à-dire des facteurs qui viennent réguler l'activité transcriptionnelle des gènes, et ils appartiennent à la famille des helix loop protéines. Pardon encore pour l'anglais, c'est une réalité scientifique, l'utilisation de ces termes. Donc, pourquoi cette famille HLH? Donc, en fait, ça renvoie à la forme en biologie structurale de ces facteurs de transcription qui ont tous la même structure tridimensionnelle. On va prendre deux exemples. MyoD, qui est un gène de déterminisme musculaire, et NeuroD, qui est un gène de déterminisme neuronal. Donc, vous voyez ici l'expérience très simple qui peut être faite. Vous prenez par exemple un fibroblaste embryonnaire, c'est la cellule en haut à gauche, et vous allez transfecter le gène de MyoD dans cette cellule. Et donc la transfection unique, toute simple, de ce gène va entraîner une différenciation de la cellule fibroblastique dans une cellule extrêmement longue, qui va devenir fusiforme, qui va former des syncytiums, que vous pourrez même, si vous avez un petit peu de chance, voir se contracter sous le microscope. Donc vous avez une cellule musculaire. Vous voyez un phénomène extrêmement intéressant. Un seul gène induit une différenciation spécifique en un type cellulaire spécifique. Pourquoi? Parce que ce gène code pour un facteur transcriptionnel qui va lui-même réguler l'expression de toute une batterie de gènes. Si au contraire vous transfectez NeuroD, vous allez voir une cellule que vous reconnaissez en bleu qui a tous les éléments du phénotype neuronal. Elle va exprimer les neurofilaments, elle va exprimer tau, elle va se mettre à synthétiser des neuromédiateurs. Donc là encore, un seul facteur transcriptionnel qui va entraîner une différenciation spécifique en neurones. Donc ces éléments sont extrêmement importants dans la mise en place du système nerveux central, donc dans la mise en place d'une complexité qui associe différents types cellulaires spécifiques. Alors comment ça marche? Comment on peut relier et comment on explique que quand une cellule se différencie spécifiquement, on a un arrêt de la prolifération? Donc vous allez voir que c'est relativement simple. Donc ces gènes de déterminisme cellulaire, donc HLH, ils activent la transcription de gènes spécifiques de tissus, c'est ce qu'on vient de voir. Et en même temps, ils viennent se fixer sur des zones promotrices. Donc les promoteurs, si vous n'en souvenez pas, ce sont les régions qui gouvernent l'expression génique, donc en amont des gènes. Et ils vont, à ce niveau-là, activer la transcription de gènes qui sont inhibiteurs du cycle cellulaire, comme la P21, qu'on verra dans un autre cours. Donc vous avez un deuxième effet, en plus de l'activation de la transcription de gènes spécifiques du tissu, vous activez des gènes qui viennent inhiber le cycle cellulaire, qui vont donc entraîner un arrêt du cycle cellulaire, qui vont entraîner un arrêt de la prolifération. Donc vous voyez que la même molécule, du fait d'une double propriété moléculaire, explique qu'en même temps qu'on se différencie, on arrête de proliférer tout simplement. Donc maintenant qu'on a vu comment les cellules souches neuroectodermiques proliféraient, migraient
et aller mettre en place une connexion synaptique spécifique, on va voir en détail la mise en place de cette connexion. Donc le premier élément morphologique qui va être observé, c'est la formation d'un cône de croissance. Donc la formation du cône de croissance, elle correspond donc à la mise en place de l'axone. Ceci a pu être repéré dans le tissu embryonnaire par les techniques de coloration de Golgi sous la forme d'un élargissement irrégulier de l'extrémité de la fibre nerveuse en développement. In vitro, on va parler de neurite, car il est très difficile in vitro de savoir si on a affaire à un axone centrifuge ou au contraire à un dendrite centripète. Donc vous voyez ici ce phénomène en contraste de phase sur des cellules en culture. Donc vous voyez le cône de croissance avec toutes ces modifications caractéristiques aux extrémités. Donc on a pu modéliser fonctionnellement ce cône de croissance. Donc on a son émergence à partir du corps cellulaire, l'existence de neurites en extension très riches en microtubules. On comprend pourquoi. Il faut pouvoir maintenir ce cône de croissance. Puis l'association d'une extrémité en forme de doigt, qu'on va parler de phylopodium, précédée d'une sorte de frange, on va parler du lamellipodium, l'ensemble s'insérant sur l'origine du cône de croissance, avec là une très grosse activité énergétique et de synthèse qui se traduit par la présence de mitochondries et d'un riche réticulum endoplasmique. À ce niveau, on a pu décrire l'existence de protéines comme la protéine GAP43. Donc au-delà de ces données descriptives du cône de croissance, on a pu observer ce que faisait un cône de croissance quand il se mettait en place dans des modèles in vitro, en particulier en utilisant la vidéomicroscopie. On a pu voir qu'en fait ce cône de croissance se déplaçait et qu'il avait une façon très exploratoire de se déplacer en associant des mécanismes d'élongation, comme s'il allait explorer la composition de la matrice extracellulaire environnante, et de rétraction. Et après ces phénomènes, il va choisir une direction donnée. Donc à ce niveau, le cytosquelette est extrêmement important. On l'a vu par la richesse en actine et en tubuline. Des protéines spécifiques ont été décrites comme la protéine GAP43. Et globalement, ces phénomènes d'élongation, rétraction vont décider de la direction que va prendre le cône de croissance en fonction de la composition de la matrice extracellulaire. Et sans rentrer dans les détails, cette matrice extracellulaire pourra avoir une composition attractive qui va faire que le cône de croissance va décider de prendre cette direction, ou au contraire répulsive qui va lui faire éviter la direction correspondant à une composition spécifique de la matrice extracellulaire. Après la formation du cône de croissance se met en place la synaptogénèse, donc la formation de la synapse. Ceci nécessite la progression dirigée de l'axone vers la cible, puis la reconnaissance, puis la formation, puis le maintien de la synapse. Là encore, les substrats adhésifs de la matrice extracellulaire sont cruciaux. Il s'agit de la laminine, il s'agit de la fibronectine et des éparanes sulfates à protéoglycanes. Donc vous verrez que ces éléments interviennent à tous les moments de la mise en place de la synapse. Donc vous avez ici le schéma d'un cône de croissance qui va donc reconnaître sa cible. À ce niveau-là, un mécanisme moléculaire très important se met en place, qui est l'interaction entre
les adhésines et les intégrines. Donc les adhésines vont se lier aux intégrines et elles vont assurer une sorte d'interaction entre les cellules et de stabilisation de cette interaction. Un mécanisme de régulation existe à ce niveau par l'intermédiaire de protéases qui sont produites par le cône de croissance. Ces protéases qui viennent donc détruire l'intégration adhésine-intégrine peuvent elles-mêmes être inactivées par des protéines comme la nexine qui sont produites par les cellules gliales. Donc vous voyez là un mécanisme de régulation de la synaptogénèse qui commence à devenir un peu compliqué avec des interactions adhésine-intégrine, une régulation négative de ces interactions par le biais de protéases qui peuvent elles-mêmes, via l'intervention des cellules gliales, être neutralisées par la nexine. La phase finale, c'est la formation de la structure synaptique. À ce niveau-là, une protéine spécifique a été décrite qui est la ténacine. La ténacine est une protéine postsynaptique. On décrit aussi la présence de NCAM qui va permettre la stabilisation de l'ensemble. Quand la synapse s'est formée, on aurait pu croire que tout est fini et que tout se met à fonctionner. En fait, un mécanisme de stabilisation extrêmement important se met en place qui va en fait stabiliser les synapses qui servent. On se rend compte que lors de la mise en place du système nerveux central, il est produit beaucoup plus de synapses et de connexions qu'il y en a réellement besoin. Ceci a été très bien étudié au niveau de la vision, et en particulier les relations entre les neurones rétiniens et leurs cibles au niveau du système nerveux central, les neurones tectaux, et on voit qu'il y a des connexions extrêmement floues qui se mettent en place. Lors du développement, puis lors de l'utilisation de la rétine, lors de la naissance par exemple d'un individu, la rétine va être stimulée, stimulée par la stimulation lumineuse, et les connexions qui ne servent pas vont être éliminées. Ça va permettre de générer une carte extrêmement précise et faire que on va définir des neurones qui correspondent au champ latéral, au champ supérieur et au champ inférieur. Donc on va sculpter une connectique neuronale qui correspond à l'activité neuronale induite par l'environnement. Alors, il y a une première application médicale extrêmement importante de ça, puisque cette sculpture va se faire, je dirais, à la naissance. Ça peut durer un peu plus longtemps selon les systèmes. Mais par exemple, si vous ne détectez pas chez un nouveau-né une surdité, parce que par exemple, il y a une raison mécanique à cette surdité, comme l'obturation du conduit auditif externe, quelque chose qui est très simple à traiter, il suffit de faire un trou au niveau du conduit auditif externe par une chirurgie très simple. Si vous ne détectez pas cette surdité, mais en fait, les connexions ne se mettront pas en place et de façon irréversible, vous aurez entraîné une surdité. Donc, vous voyez, il est extrêmement important de détecter des déficits sensoriels chez le nouveau-né par un examen adapté. Sinon, toute cette stabilisation des connexions neuronales ne se mettra pas en place et vous aurez des déficits sensoriels chez l'enfant. Donc nous allons maintenant voir les données expérimentales montrant l'existence de cellules souches ectodermiques du cerveau adulte, concept extrêmement important, véritablement révolutionnaire, à la fois dans les aspects fondamentaux et thérapeutiques liés à la biologie cellulaire. Donc le concept de cellules souches
neuroectodermique dans le cerveau adulte normal est une notion qui a été longtemps refusée et contredite, et les données classiques considéraient que le cerveau adulte était un organe dont les constituants cellulaires ne se renouvelaient pas, ces constituants cellulaires étant destinés à l'âge adulte à dégénérer progressivement. Ce concept est extrêmement important au sens où il va aussi pouvoir être utilisé dans un but thérapeutique, en particulier dans l'alternative à l'utilisation des cellules souches embryonnaires et au clonage. Donc nous avons déjà vu le concept de cellules souches. Il implique des notions de prolifération, de capacité d'auto-renouvellement de cellules pluripotentes indifférenciées qui vont donner naissance à des progéniteurs. Il faut intégrer des notions complémentaires, à savoir qu'une cellule souche s'intègre dans un tissu et que cette cellule va être stimulée par les nécessités de renouvellement du tissu, et en particulier, la mort cellulaire va entraîner une stimulation du contingent de cellules souches endogènes d'un tissu donné. Une cellule souche donne naissance à des cellules encore pluripotentes, mais plus différenciées, dont les capacités de différenciation vont se restreindre. Alors, il est intéressant de revenir sur l'historique du concept de cellules souches. On sait depuis longtemps, chez le lézard, mais aussi chez les oiseaux, qu'il existe à l'âge adulte des renouvellements de certains contingents neuronaux dans le cerveau. On explique en particulier la modification du chant des oiseaux à chaque printemps par le renouvellement des neurones, des noyaux qui gouvernent les muscles participant à la genèse du chant. Donc clairement, chez ces animaux, il existe une mort régulière des neurones qui sont renouvelés, et ce, dans un cerveau adulte. Enfin, et comme pour l'apoptose, ces travaux très anciens montrent qu'on peut avoir une démonstration expérimentale d'une donnée qui n'est pas acceptée à un moment donné, les travaux d'Altman en 1963 avaient montré l'existence d'une activité mitotique dans le cerveau adulte du rat. Les techniques expérimentales utilisées avaient consisté dans l'administration à des rats adultes de thymidine tricier, donc un composé radioactif qui va s'incorporer dans l'ADN. Il avait montré au niveau de l'hippocampe l'existence d'une incorporation au niveau des noyaux qui suggérait qu'il existait une activité de prolifération, donc probablement un renouvellement cellulaire au niveau des neurones du cerveau adulte. Il était clairement trop tôt à l'époque pour accepter ce concept un peu révolutionnaire. Par la suite, la description de facteurs de croissance et de récepteurs pour les facteurs de croissance comme l'EGF et le FGF, décrit donc dans le cerveau au niveau des neurones comme au niveau des astrocytes, laissait penser qu'il existait des activités prolifératives au niveau des cellules neuronales et même à l'âge adulte. Donc les modalités de renouvellement cellulaire dans un tissu adulte classiquement peuvent faire intervenir un renouvellement à partir de cellules souches comme on vient de le voir, un renouvellement par duplication de cellules différenciées et l'absence de renouvellement. On a donc considéré, jusqu'il y a très peu de temps, que le système nerveux central se situait dans cette dernière catégorie. Ces faits ont été remis en cause dans les années 90 par des expériences extrêmement simples faites par un groupe de Canadiens, M. Reynolds et Wes, qui ont réalisé des expériences de base extrêmement peu sophistiquées, qui ont clairement montré qu'il existait dans le cerveau adulte du rat des cellules souches pluripotentes. Cette expérience a consisté à prendre le striatum du rat, donc une structure assez volumineuse
la partie profonde du cerveau de rats adultes, c'est-à-dire des rats de 3 à 18 mois, à dissocier ces cellules avec des enzymes qui vont permettre d'avoir un contingent monocellulaire, à mettre en culture ces cellules dans un milieu particulier car il ne comprend pas de sérum, contrairement à la plupart des expériences de biologie cellulaire que vous avez vues précédemment. Et la deuxième caractéristique de ce milieu cellulaire est de contenir des concentrations extrêmement importantes d'un facteur de croissance qui est l'EGF, donc l'épidermal growth factor, facteur de croissance épidermique. Troisième élément expérimental crucial, il n'y a pas de substrat adhésif. Donc, dans ces conditions, les cellules ne vont pas adhérer. En l'absence de sérum, on va perdre les facteurs, tendent à différencier les hypothétiques cellules souches neuroectodermiques. En présence de facteurs de croissance, on va stimuler de façon considérable la prolifération de ces hypothétiques cellules souches neuroectodermiques. Donc, ces expériences ont été faites par le groupe de Reynolds et West pendant plusieurs mois avec de nombreux facteurs de croissance, de nombreux facteurs neurotrophiques. Et ce qui a été observé avec la recette que je viens de vous détailler, c'est la génération de sphères que vous pouvez voir en haut de la figure, en D. Vous voyez, progressivement, une cellule isolée se multiplie et va donner des sphères, qui sont des contingents qui flottent dans le milieu de culture et qui vont progressivement grossir. Il était important de montrer que ces sphères étaient issues d'une cellule unique. Une cellule unique va être capable de proliférer et de donner naissance à des cellules souches qui restent indifférenciées. Et vous pouvez voir en F qu'on a pu montrer que ces cellules exprimaient un marqueur de cellules souches neuroectodermiques qui est l'anestine. Ce qui a donc été montré par cette expérience très simple, relativement peu coûteuse, c'est que quand on prenait un cerveau de rat adulte, qu'on le mettait dans un milieu sans sérum, sans substrat adhésif, avec des concentrations importantes d'un facteur de croissance particulier, au sein d'une mort cellulaire concernant 90%, voire plus, des cellules du cerveau adulte, émergeait un contingent de cellules rondes, générant des neurosphères flottantes indifférenciées. Ceci ne suffit pas à montrer le concept de cellules souches, puisqu'il faut montrer que ces cellules indifférenciées vont être capables de donner naissance à tous les types cellulaires du système nerveux central. Le groupe de Reynolds et West a donc remis en culture ces cellules indifférenciées, cette fois avec des facteurs spécifiques permettant de les différencier en astrocytes, en neurones et en oligodendrocytes, ce qui a donc permis de montrer qu'il s'agissait réellement de cellules souches, puisqu'en plus des capacités de prolifération dans un état indifférencié, elles avaient la capacité de se différencier dans les 3 lignages du système nerveux central que sont les astrocytes, les neurones et les oligodendrocytes. Le marqueur des cellules souches neuroectodermiques est l'anestine, on l'a revu plusieurs fois, et 2 facteurs de croissance ont émergé comme étant extrêmement importants pour générer ces cellules souches. Ce sont l'EGF et le FGF2 que nous avons vus précédemment. Ce qui émergeait, c'était donc une conception hématopoïétique du système nerveux central, c'est-à-dire la démonstration qu'il existait un contingent de cellules souches dans le système nerveux central, à l'image de ce qui avait été décrit au niveau de la moelle hématopoïétique. Donc une démonstration presque révolutionnaire, remettant en cause toutes les conceptions classiques qu'on pouvait avoir sur le système nerveux central. Et vous voyez ici un résumé de ce qui a pu être décrit à partir de ces expériences de biologie cellulaire in vitro, des cellules souches indifférenciées, l'EGF et le FGF2 comme facteurs de croissance
pour entretenir les capacités de prolifération et d'auto-renouvellement de ces cellules, qui vont être capables de donner des progéniteurs, des cellules de plus en plus différenciées, donnant naissance à des neurones. Et les facteurs importants sont toujours le FGF, le NGF et le BDNF, donc des facteurs neurotrophiques que nous avons déjà vus. Ces cellules peuvent donner naissance à des oligodendrocytes, en particulier sous la dépendance du PDGF, et enfin donner naissance à des astrocytes sous la dépendance des facteurs de type TGF-bêta. Comment peut-on expliquer la genèse de linéages spécifiques à partir d'une cellule souche pluripotente? On a déjà vu les mécanismes en cause. Ceci fait impliquer des facteurs transcriptiomels qui, sous l'intermédiaire des facteurs solubles, vous avez vu qu'on allait diriger les cellules souches vers des voies de différenciation spécifiques avec des facteurs de croissance ou des facteurs neurotrophiques particuliers. Ces facteurs activent des facteurs transcriptionnels particuliers qui vont activer des programmes de différenciation spécifiques faisant intervenir d'autres facteurs transcriptionnels que nous avons déjà vus, comme par exemple NeuroD. De la même façon, ces facteurs transcriptionnels vont aussi induire l'exclusion des autres programmes de différenciation avec des facteurs particuliers que nous ne verrons pas en détail dans ce cours. Alors ces données ont été obtenues chez le rat et de la même façon qu'on a longtemps cru que ce qui était observé depuis dizaines d'années chez le lézard et chez l'oiseau n'existait pas chez les mammifères, on a d'emblée dit que les données observées chez le rat par le groupe de Reynolds et Weiss étaient des spécificités des cerveaux de rongeurs, mais étaient impensables dans le cerveau humain. Le même type d'expérience utilisant les mêmes facteurs de croissance ont cependant pu montrer qu'il existait bien aussi dans le cerveau humain des cellules souches capables de proliférer et de donner naissance aux différents linéages astrocytaires, oligodendrocytaires et neuronaux. Vous pouvez en avoir des illustrations ici, en 2 et en 3. En 2, vous voyez une cellule souche en train de se diviser, la division cellulaire, les 2 cellules filles en train de se développer, et vous voyez une neurosphère à partir de la figure 3 qui va se différencier en astrocytes. Et vous voyez en rouge, en 7, l'immunomarquage avec la GFAP qui montre qu'on a bien affaire au linéage astrocytaire. Vous voyez en 10, l'immunomarquage avec un anticorps anti-neurofilament qui montre qu'on a bien affaire à des neurones. Et vous pourriez voir un marquage avec un anticorps anti-GALCI qui montrerait une différenciation oligodendrocytaire. Donc sur des expériences consistant à mettre en culture du cerveau adulte humain, les mêmes données que celles observées chez le rat ont pu être montrées. Alors les implications médicales de la description de ces cellules sont extrêmement importantes. Elles pourront être utilisées dans des stratégies de greffe, donc dans les maladies dégénératives du système nerveux. Des stratégies de greffe de cellules souches embryonnaires ont été envisagées, ont déjà été utilisées chez l'homme. Il est clair que si les cellules souches du cerveau adulte peuvent être utilisées comme les cellules souches embryonnaires, elles règlent les problèmes éthiques liés à l'utilisation de tissus embryonnaires. Enfin, on peut imaginer qu'un dysfonctionnement de ces cellules souches endogène dans le cerveau humain peut participer à la genèse des pathologies dégénératives, ou au contraire, si le contingent de cellules souches est augmenté, à la genèse de pathologies tumorales.
Donc, par rapport à ces expériences décrites in vitro, la première réaction de nombreux chercheurs a été de considérer ces données expérimentales comme des artefacts expérimentaux. En effet, des tissus adultes mis dans des milieux de culture un peu inhabituels peuvent tout à fait dégénérer, présenter des anomalies génomiques qui vont entraîner une prolifération plus tumorale que physiopathologique. Donc la vraie réalité de ce concept ne sera convaincante que si elle est démontrée in vivo par des expériences de qualité. Et c'est un des enjeux majeurs de la biologie cellulaire moderne, qui est de montrer des concepts très fondamentaux de biologie cellulaire intégrés dans le vivant. Dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, les stratégies expérimentales sont relativement simples. On va utiliser ce qui avait été utilisé pour montrer la prolifération cellulaire dans le cadre du cancer, c'est-à-dire injecter chez les animaux du BRDU, plus facile à identifier que la dylamine tricier, et après injection de BRDU, utiliser des anticorps anti-BRDU qui vont venir repérer les cellules dans lesquelles le BRDU s'est intégré lors de la duplication de l'ADN. Une cellule aura donc incorporé à un moment donné le BRDU si son ADN s'est dupliqué. Le BRDU incorporé restera dans les cellules qui ensuite pourra migrer, se différencier ou continuer de se diviser. Quand on réalise ce type d'expérience chez le rat, on observe une incorporation très importante de BRDU dans les cellules du mur ventriculaire, illustrées dans la photo A, dans les cellules du gyrus dentatus de l'hippocampe et au niveau du bulbe olfactif. Donc il existe donc chez le rat, confirmant les données expérimentales in vitro que nous avons vues précédemment, des zones qui prolifèrent, et ces zones qui prolifèrent vont donner lieu, toujours in vivo, aux trois linéages connus dans le système nerveux central, que sont les astrocytes, les neurones et les oligodendrocytes. On peut suivre l'évolution de ces cellules dans le cerveau en sacrifiant les animaux à des temps de plus en plus importants après l'injection de BRDU. Vous voyez au niveau de la figure A en 1D l'incorporation de BRDU dans plusieurs cellules compactées qui est donc observée après un jour. Ces cellules, si on avait fait un immunomarquage, expriment l'anestine, n'expriment pas les neurofilaments, n'expriment pas la GFAP, n'expriment pas les galactocérébrosides. Il s'agit donc de cellules souches qui prolifèrent, qui sont indifférenciées. Si on attend au cours du temps, vous pouvez voir en B, puis en C, puis en D, que ces cellules vont s'écarter, d'abord longitudinalement, puis vont migrer dans la profondeur du système nerveux central, ici au niveau de l'hippocampe. Et cette fois, si on réalise des immunomarquages, vous allez observer une perte de l'immunoréactivité pour l'anestine, alors que les immunomarquages seront observés pour des marqueurs astrocytaires comme la GFAP, pour des marqueurs oligodendrocytaires comme les galactocérébrosides et pour les marqueurs neuronaux que vous connaissez. Donc vous avez ici une autre illustration avec en rouge un immunomarquage contre NEN. NEN est un facteur de transcription qui s'exprime dans les neurones. Et vous voyez un double marquage en vert qui cette fois-ci repère le BRDU. Donc vous voyez une cellule qui a incorporé le BRDU et qui exprime NEN. C'est donc une cellule souche qui s'est différenciée en cellule neuronale. Vous voyez en C et en D un immunomarquage en rouge contre la GFAP, marqueur astrocytaire, et vous voyez le comarquage en vert avec un anticorps anti-BRDU qui cette fois visualise les cellules souches qui ont présenté une différenciation astrocytaire. Donc dans le cerveau humain, on a effectivement pu réaliser le même type d'expérience. Alors comment
on a pu réaliser chez l'homme un marquage BRDU, alors d'une façon je dirais accidentelle. Effectivement, dans les années 70-80, on a essayé de mettre en place une analyse du pronostic des pathologies tumorales en injectant chez les patients atteints de cancer du BRDU dans le but de mieux quantifier la prolifération cellulaire. Ces expériences ont été arrêtées du fait du danger potentiel de l'incorporation de BRDU au niveau de l'ADN humain, pouvant entraîner des mutations par exemple. Il se trouve qu'un groupe suédois a eu l'idée d'utiliser des tissus provenant d'autopsies de patients chez qui on avait injecté du BRDU pour analyser des tumeurs du sein ou des tumeurs hépatiques. Ces patients ayant été autopsiés, le cerveau avait été conservé. Et ces chercheurs ont donc réalisé des coupes du cerveau de ces patients qui avaient été injectés par le BRDU. Ils ont donc pu montrer, en particulier au niveau de l'hippocampe, qu'il existait exactement les mêmes immunomarquages que ce que nous avons décrit chez le rat. Donc une notion fondamentale qui montre qu'in vivo, chez le rat comme chez l'homme, il persiste une neurogénèse à l'âge adulte, il persiste des cellules souches. Ce phénomène n'a pas été repéré parce que c'est un phénomène discret. C'est la même chose que pour l'apoptose que nous avons vu au début de ce cours. Phénomène extrêmement lent. Sa lenteur ne supprimant pas son implication physiopathologique fondamentale dans la régénérescence et l'entretien des structures cérébrales à l'âge adulte. Alors la description de ces cellules souches neuroectodermiques a des implications pour des stratégies thérapeutiques de réparation cellulaire chez l'homme, qu'il s'agisse de greffe ou de stimulation endogène du pool de cellules souches que chacun possède à l'âge adulte dans son cerveau. La première stratégie qui a été validée est de réaliser des greffes de cellules souches neuroectodermiques. La première raison est qu'il est extrêmement facile d'expandre ces cellules in vitro, la capacité de prolifération étant telle qu'elles vont pouvoir être amplifiées pour générer un stock de cellules thérapeutiques extrêmement important. Il restait à montrer que ces cellules greffées dans le cerveau pouvaient s'intégrer, conserver leurs propriétés de multipotence, et ce à long terme sans se transformer par exemple, et qu'elles conservaient éventuellement une plasticité phénotypique. Alors les expériences utilisées ont consisté à réaliser des greffes, soit homotypiques, c'est-à-dire prendre les cellules souches d'un tissu donné, d'une zone donnée du système nerveux central et les greffer au même endroit, ou des greffes hétérotypiques, c'est-à-dire qu'on va prendre des cellules souches d'un endroit donné du système nerveux central et les greffer dans un autre endroit. Donc que donnent ces expériences? Donc vous voyez, on va prendre par exemple des cellules souches du cervelet, on va les greffer dans le cervelet, et dans une deuxième condition expérimentale, on va les greffer au niveau de l'hippocampe. On va attendre 3 semaines et on va observer, après avoir réalisé des coupes du cerveau de ces animaux, quel est l'état de différenciation de ces cellules souches. Ces cellules souches du cervelet greffées dans le cervelet se différencient-elles dans les différents types cellulaires du cervelet? Est-ce que, quand on le greffe dans l'hippocampe, elles continuent de se différencier en cellules du cervelet, ou au contraire, deviennent-elles, par un phénomène de plasticité induite par l'environnement, des cellules de l'hippocampe? Donc les résultats de ces expériences montrent qu'il existe une phénoménale plasticité de ces cellules. Quand les cellules souches du cervelet sont greffées dans le cervelet, elles se différencient dans les cellules du cervelet. Au contraire, quand elles sont greffées dans l'hippocampe, elles vont se différencier dans les cellules du tissu hôte. Elles vont donner donc toutes les cellules, tous les linéages spécifiques de l'hippocampe et exprimer les neuromédiateurs
présents dans les neurones de cette structure. Les mêmes résultats expérimentaux ont été observés avec des cellules souches de l'hippocampe. Greffées dans le cervelet, elles se différencient avec une spécificité cellulaire de type cervelet et dans l'hippocampe, elles gardent les capacités de différenciation hippocampique. Les cellules souches, et ceci est fondamental, gardent donc une plasticité phénotypique qui est fonction de l'environnement cellulaire spécifique. Il existe donc des signaux dans le tissu environnant qui induisent une différenciation spécifique du tissu hôte. Nous ne verrons pas en détail les mécanismes moléculaires impliqués dans ce phénomène. Vous voyez ici des illustrations de ce que nous venons de décrire. Donc vous voyez des cellules souches du cervelet qui ont été greffées. On les voit en bleu parce qu'elles sont marquées par la bêta-galactosidase. Donc elles ont été greffées dans le cervelet, donc elles se différencient dans des cellules du cervelet, et en particulier, vous voyez en D, très belles cellules de Purkinje. Elles prolifèrent, vous voyez en rouge le marquage BRDU. Alors les applications thérapeutiques sont évidentes, puisqu'on va pouvoir, avec un tout petit contingent de cellules souches prélevées par exemple chez un patient, les expandre in vitro et les greffer, peu importe où, elles garderont des capacités de différenciation. Donc on va pouvoir utiliser ceci dans, par exemple, les pathologies vasculaires du système nerveux central, dans les pathologies dégénératives comme la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington, ou dans les lésions médulaires, par exemple. De nombreux protocoles thérapeutiques au travers le monde sont en train d'explorer les possibilités de greffe de ces cellules. À côté d'une stratégie de greffe qui implique de prélever des cellules, de les mettre en culture, puis de le réinjecter dans le cerveau humain pathologique, donc qui implique une stratégie extrêmement lourde, agressive pour le patient, qui explique des risques iatrogènes, en particulier quand on cultive des cellules, on peut tout à fait les contaminer, générer par exemple des pathologies virales ou infectieuses dans le cerveau. Ces cellules peuvent aussi, en proliférant, présenter des anomalies génomiques et devenir éventuellement tumorales. Donc vous voyez que cette stratégie est une stratégie extrêmement compliquée. D'où l'idée de réaliser une manipulation indirecte de ces cellules en stimulant le contingent de cellules souches endogènes. Donc, quelle est la stratégie qu'on peut utiliser? On va pouvoir transférer des gènes qui vont stimuler ces cellules, par exemple des facteurs de croissance, éventuellement accompagnés de facteurs transcriptionnels qui vont aider à une différenciation vers un type cellulaire particulier. On va pouvoir aussi, beaucoup plus simplement, infuser des facteurs neurotrophiques, soit avec des pompes, soit avec des implants biodégradables qui progressivement vont infuser dans le cerveau au cours du temps des facteurs neurotrophiques. La troisième stratégie, extrêmement originale, est la stratégie de l'activation neuronale. Alors l'infusion de FGF2, quand on infuse du FGF2 au niveau des ventricules, on voit une augmentation phénoménale de la prolifération au niveau des cellules souches et des progéniteurs de l'épendyme. Donc l'épendyme, c'est ce qui tapisse le ventricule, c'est donc ce qui est au niveau du mur ventriculaire, et ces progéniteurs vont migrer un peu partout dans le cerveau, tout en se différenciant en astrocytes, en neurones et en oligodendrocytes. Donc vous voyez, on a là une stratégie de stimulation non spécifique, globale, à partir des zones de neurogénèse dans le cerveau. Les expériences d'activation neuronale sont, elles, extrêmement intéressantes. En quoi consistent ces expériences? Donc elles renvoient à la notion d'environnement enrichi. Donc on va prendre des rats, un premier groupe de rats
qui va être mis dans des conditions normales d'animalerie, et un deuxième groupe de rats qui, lui, va être mis dans des conditions de stimulation. Donc on va leur mettre des roues, on va mettre un petit peu de musique, on va les alimenter un petit peu différemment. Donc on va, en quelque sorte, mieux s'occuper de ces animaux. Et après quelques semaines ou quelques mois, on va regarder comment ces animaux apprennent et comment se produit la neurogénèse chez ces animaux. Donc on va réaliser des expériences d'apprentissage qui renvoient aux modalités expérimentales qu'on a pu voir dans le cours sur la potentiation à long terme. Et là, les résultats sont extrêmement intéressants. Les rats élevés dans un environnement enrichi apprennent mieux. Donc la question est ensuite de savoir si ces rats apprennent mieux parce qu'ils ont une stimulation du pool de cellules souches neuroectodermiques endogènes. On va donc injecter du BRDU chez ces animaux, les sacrifier et regarder l'incorporation de BRDU. Quand on fait ce type d'expérience, on observe effectivement qu'il existe une augmentation très significative du marquage BRDU chez les animaux élevés dans un environnement enrichi. La conclusion de ces expériences est donc que l'environnement a un effet direct sur la stimulation des cellules souches du système nerveux central. Ces cellules souches du système nerveux central, quand elles sont stimulées, intervenant directement sur les capacités d'apprentissage des rats. Donc, comme d'habitude, il faut être extrêmement prudent dans l'utilisation de ces expériences réalisées chez le rat, mais il est clair qu'elles suggèrent qu'un cerveau stimulé, en particulier lors du vieillissement, sera un cerveau qui renouvellera mieux son stock cellulaire, qui sera donc mieux protégé, ce qui peut suggérer, le passage est rapide et peut-être dangereux, mais que le maintien d'une activité intellectuelle, par exemple chez les patients, chez les sujets à la retraite, va favoriser une protection par rapport aux maladies dégénératives, voire que cette activation neuronale va pouvoir constituer une modalité de traitement de maladies dégénératives au stade précoce. Donc ceci reste à être montré chez l'homme, mais c'est tout le danger de l'extrapolation du rat à l'homme. Ceci justifie déjà de nombreuses officines de type gym-cerveau qui utilisent donc les résultats de ces expériences en espérant que ceci est transposable à l'homme. Donc il faut rester prudent, mais ça montre qu'on est passé d'un concept complètement figé du cerveau qui dégénère, qui n'est pas renouvelable en dehors de la plasticité de type LTP, comme on l'a vu précédemment, à un cerveau dynamique qui sûrement, mais lentement, va se renouveler à partir de cellules souches, comme ceci a pu être décrit au niveau de la moelle hématopoïétique. Donc il y a une conception complètement révolutionnaire qui reste encore à explorer sur ses implications thérapeutiques et en physiopathologie des maladies du système nerveux central. Cette révolution a été complétée par une deuxième révolution que nous allons juste commencer à entrevoir ici. Je crois qu'il est important d'en parler dans un cours de biologie cellulaire, car on en parle parfois plus dans des choses, dans des revues comme Paris Match, qui est l'explosion des frontières cellulaires, qui est que les cellules souches d'un organe donné vont pouvoir transplanter dans un autre organe, réaliser le renouvellement de ce même organe. Les expériences qui supportent ceci sont les suivantes. Si nous prenons des cellules souches neuroectodermiques adultes et qu'on les greffe au niveau de la moelle hématopoïétique, ces cellules vont être capables de donner des globules rouges, des lymphocytes et des plaquettes. Donc les cellules souches neuroectodermiques, dont le rôle était de donner des cellules neuronales, astrocytaires, oligodendrocytaires, quand elles sont transplantées au niveau de la moelle hématopoïétique, elles vont prendre le rôle des cellules souches du tissu hôte.
Plus choquant encore, les cellules hématopoïétiques, les cellules souches hématopoïétiques, greffées dans le cerveau, vont être capables de donner des neurones, des astrocytes et des oligodendrocytes. Donc vous voyez toutes les implications théoriques et thérapeutiques de ces expériences, puisqu'au lieu de prendre des cellules souches du système nerveux adulte, qui sont quand même un peu difficiles à obtenir, on pourra se contenter de prendre des cellules souches hématopoïétiques, très faciles à avoir en faisant une simple ponction au niveau du sternum, qui seront ensuite amplifiées et réinjectées dans le cerveau pour se différencier dans les cellules du système nerveux central qu'il y aura besoin de remplacer. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est l'importance des stratégies expérimentales qui vont permettre de montrer des concepts nouveaux en biologie cellulaire. L'exemple des cellules souches du système nerveux central adulte est extrêmement intéressant, puisque les expériences qui montraient leur existence existent depuis les années 60, mais il était impensable d'accepter ces données nouvelles. Vous avez vu que des expériences très simples, bien pensées, ont pu montrer la réalité de ce concept, in vitro, puis in vivo, chez le rat, puis chez l'homme. Donc toute l'importance de mettre en place des expériences bien contrôlées, l'importance de valider des concepts de biologie cellulaire in vitro, dans un second temps in vivo, et enfin toute la prudence qu'il faut y avoir dans l'utilisation de ces concepts. Et il est clair que beaucoup de travail expérimental, puis peut-être thérapeutique, reste à mettre en place pour valider l'utilisation et la solidité de ces derniers concepts.